Vous avez commencé un peu à parler de la suite finalement, des différentes stratégies que vous avez mises en place. Moi, ce qui va m'intéresser sur cette deuxième partie, c'est vraiment de comprendre un peu comment vous êtes lancé, quel est votre branding aujourd'hui, parce que je pense que ça va permettre aussi aux gens de se projeter. Quel est votre branding aujourd'hui, quelle est votre stratégie marketing, et finalement, quelles sont les stratégies qui ont un peu plus marché que d'autres. Donc, quel est votre retour d'expérience par rapport à ça, si ma question est claire? Du coup, moi, en fait, mon background, il est vraiment différent parce que je viens du marketing et de la communication. C'est quelque chose que j'ai étudié, c'est quelque chose que j'aime et c'est devenu un hobby. Quand je dis que c'est devenu un hobby, c'est que je suis les marques avec une vision différente. Quand je vois une marque qui se lance, quand je vois une marque qui existe, j'essaie de comprendre pourquoi elle communique de cette manière-là. Il y a forcément quelque chose. Jamais une marque se dit je vais faire cette pub pour qu'on me voit. Elle fait cette pub parce que derrière, elle a une idée dans la tête, derrière, elle veut que quelqu'un comprenne cette idée et que ça soit véhiculé en elle et que ça devienne une nature. En fait, la personne se dit cette marque, elle représente ça. Et en partant de ça, je me suis dit, bah, Beaumaillé, il faut qu'on fasse la même chose. Il faut vraiment qu'on ait une longueur d'avance, que tout ce qu'on fait, en fait, ça soit, entre guillemets, planifié. Pourquoi je dis ça? Je dis que quand on a commencé à ouvrir le restaurant, nous, Camille et moi, venons de la restauration. Du coup, on s'est dit, on va faire un truc simple. On va devenir légitime. Comment est-ce qu'on peut devenir légitime dans quelque chose où on n'est pas du tout du milieu? On a passé notre CAP cuisine. C'était peut-être l'épreuve la plus dure pour moi. Après mon bac plus 5, le CAP cuisine, c'était les études les plus dures. Pourquoi? Parce que j'ai dû reprendre les études, j'ai dû apprendre un vocabulaire que je ne connaissais absolument pas, des ustensiles, je ne savais même pas que ça existait, et j'ai dû apprendre à cuisiner. Donc je sais cuisiner normal, mais quand tu passes un CAP cuisine, tu apprends à faire des bœufs bourguignons, tu apprends à faire je sais pas, à éplucher des poulets, faire des choses que je savais même pas pourquoi les gens faisaient ça. Du coup, ça m'a énormément aidé parce que j'ai appris à utiliser les ustensiles, j'ai appris à comprendre la restauration, j'ai appris à comprendre l'hygiène, la sécurité, etc., etc. Et après ça, on s'est dit, bah, comment est-ce qu'on peut encore plus se légitimiser? Nous, à deux, on adore voyager, on voyage pour manger. Ça fait, à nous deux, on a dû faire une trentaine, une quarantaine de pays et on mange en fait. On va dans les pays pour la nourriture, mais on ne le montrait pas aux gens. On s'est dit, bah, on va faire l'inverse. Cette fois, on va créer un compte qu'on a créé, donc The Nasty Belly, et on va montrer aux gens qu'on est vraiment amoureux de la nourriture, qu'on ne sort pas de nulle part, qu'on n'est pas. On ne vient pas d'HEC, on ne s'est pas dit on va ouvrir un restaurant, on n'a pas eu les moyens donnés par les bourses d'HEC ou par les amis, on s'est dit on va leur montrer qu'on aime cette nourriture et c'est pour ça qu'on veut créer un restaurant. Et à partir de là, on a défini nos stratégies marketing en se disant bah, pour se légitimiser, on va aller voyager dans les pays pour voir comment ils cuisinent. Donc on n'a pas fait que des pays afro, même si on a fini par les pays afro pour des raisons qui nous semblaient simples, c'est que la nourriture africaine, elle est tellement peu représentée en France que c'est un gage de conflit. C'est-à-dire que si Camille faisait un mafé, je suis sûr à 100%, bah c'est déjà le cas, qu'on aurait plein de personnes qui écriraient mais pourquoi est-ce que cette fille de Lille nous fait un mafé? C'est comment elle connaît notre recette, ça vient pas de chez elle. Donc appropriation culturelle. Donc nous on s'est dit bah, on va casser tout ça. On est des spécialistes de la nourriture africaine. On a été voir des mamans, on a été voir des chefs cuisiniers, on a cuisiné avec eux, on a pris une centaine de recettes. Là, je peux raconter l'histoire de A à Z, d'où vient le mafé, d'où vient le yassa, d'où vient le garba, pourquoi ça a été créé, les différenciations selon les pays, le nom des plats selon les pays. Je sais raconter énormément de choses sur mes plats parce que je me sens légitime maintenant que j'ai été rechercher l'information. Et ça nous aide justement à créer nos propres menus. Donc, entre le fait qu'on s'est légitimisé en tant que cuisinier, entre guillemets, en passant notre CAP pour comprendre la cuisine, le fait qu'on s'est dit, bah, on va aller, pour faire un menu, on va aller chercher les recettes dans les pays, comme ça les gens ne pourront pas dire que on s'approprie, on ne sait pas de quoi on parle, parce que nous on sait clairement de ce qu'on parle, on a différentes recettes qui vont revenir, on a été les chercher, on les a écrits, on a développé notre propre livre en interne pour pouvoir développer nos menus. Et après ça, quand on a eu ces deux blocs-là, on s'est dit, bah, qu'est-ce qui pêche en France? Pourquoi est-ce que les banques nous disent que la restauration africaine, ça ne fonctionnera pas? Et que ça ne fonctionne pas et que ça ne sert à rien. C'était une question assez difficile à répondre, je ne vous le cache pas. Donc on a fait un truc très simple. On a fait un micro-trottoir. On a fait un micro-trottoir sur une centaine de personnes. On leur a dit, c'est quoi le dernier plat africain que tu as mangé? Sur les 100 personnes, il y en avait 70 qui n'avaient jamais mangé. Donc ça déjà, ça nous a surpris, même si on le savait, mais ça nous a quand même énormément surpris. On l'a fait dans différents quartiers pour ne pas un peu casser notre micro-trottoir, différents quartiers de Paris. Et ce que remontaient les gens, c'est que c'était trop piquant et trop gras. Ça, c'était vraiment quelque chose de simple et trop intimidant. Et ça nous avait vraiment surpris. Ils nous disaient, bah, c'est tellement intimidant que quand tu rentres dans un restaurant africain, bah, ils se connaissent tous et ils te regardent comme si tu étais un ovni. Voilà, ça c'est quelque chose qui nous avait surpris parce qu'on ne l'avait pas pris en compte. Et du coup, on a fait l'exercice.
ici, dans ce quartier-là. Du coup, on a demandé à Camille d'aller tard le soir. J'ai demandé à Camille d'aller tard le soir dans des restaurants afro et de me faire son retour. Donc Camille rentrait dans le restaurant afro, où il y avait des papas et des mamans qui mangeaient avec leurs enfants, etc. Et 100% des regards étaient tournés vers elle. Elle s'asseyait, était tournée vers elle. Les serveuses, Camille a demandé des informations, et même si elle connaissait les plats, elle faisait semblant qu'elle ne connaissait pas. On lui donnait très peu d'informations sur les plats. On ne disait pas c'était quoi un mafé, on ne disait pas d'où ça venait. Et elle trouvait ça assez compliqué. Elle dit, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'en fait j'étais hostile dans ce restaurant alors que je sais qu'ils veulent du chiffre, donc c'est pas fait exprès, mais elle ne comprenait pas. Et je lui ai dit, peut-être que c'est culturel, peut-être que non, peut-être qu'ils n'ont pas besoin de toi, peut-être que si, c'est assez compliqué. Mais en fait, c'est des barrières qu'on a définies en avance, on s'est dit, bon, on va essayer de les faire tomber un par un, petit à petit. Et c'est pour ça que dans notre restaurant à nous, on s'est dit, bah, on veut un restaurant clair, ouvert, lumineux, on veut que les gens ils puissent voir à l'intérieur, voir comment ça se passe, on veut que les process dans notre cuisine, l'hygiène, elle soit impeccable, que les gens puissent rentrer dans notre cuisine. Au début, quand on a lancé notre restaurant, on a fait des visites de notre cuisine, des premiers clients pendant le soft opening, que les gens ils puissent rentrer dedans et dire waouh, votre cuisine, elle est nickel. Ça, c'était hyper important. Ça semble peu, mais c'est hyper important pour le début, en tout cas pour le lancement. Parce que derrière, ça a communiqué comme quoi bah, c'était hyper propre, hyper bien. Il y a des artistes qui sont venus autour de ça. Donc, on a bâti vraiment, on a essayé de casser cette barrière de nourriture africaine inaccessible aux autres membres qui sont hors Afrique. On a essayé de casser cette barrière-là qui était la plus dure. Et pour la casser réellement, il fallait qu'on passe par des médias qui n'avaient pas l'habitude de parler de la nourriture africaine. Quand je parle de médias, je parle beaucoup d'influenceurs. J'ai beaucoup d'amis influenceurs, vu que nous, on a ouvert notre compte, qui m'ont contacté, qui ont voulu faire des vidéos avec nous, qui n'avaient jamais proposé la nourriture africaine. Ça veut dire qu'ils existent depuis 5-10 ans. Ils ont fait tous les Italiens de Paris. Et par contre, un resto afro, ils n'avaient jamais publié. J'ai notamment un compte qui s'appelle Le Guide Ultime. Pareil, on l'a contacté. Il nous a dit, c'est vrai, j'ai jamais posté, je comprends pas, mais j'adore votre aventure. Allez, on commence à poster. Mais justement, c'est ce que j'allais dire. Il a dit, j'ai jamais posté, je comprends pas, on commence à poster. Et après, je lui dis, mais t'es déjà passé chez des collègues à moi? Il me dit, oui, je suis passé chez des collègues à toi, mais je suis passé parce que j'aimais bien ce qu'ils faisaient, mais vous avez toute une histoire à raconter. Et en fait, on a remarqué que notre clientèle, quand on leur raconte une histoire, qu'on leur fait suivre une histoire, et ben ça pousse les vidéos. Parce que eux, ce qui les attire, c'est les chiffres, les vues, les likes, la capacité de recruter via un restaurant. Faut pas se le cacher, quand ils viennent chez vous, ils veulent recruter. Ils mettent ton restaurant en avant, mais derrière, ils recrutent énormément, ça leur permet de booster leur compte, et ainsi de suite, faire des partenariats payants. Donc, nous, on leur a vendu un packaging de quelque chose où il y avait une histoire, une authenticité, et derrière, naturellement, il y a tous les influenceurs qui sont venus derrière chez nous, et qui ont recruté. Ils ont recruté une gamme de clientèle afro, qu'ils ont vraiment aimé, et derrière, maintenant, aujourd'hui, j'ai plusieurs amis qui vont dans des restaurants afro de plus en plus. Là, le guide ultime, après avoir fait justement Rudy, après avoir fait, je sais plus, il y avait 2 autres restos afro, aujourd'hui il en fait un par mois, il en fait des ouvertures. Là, il y a une ouverture qui a ouvert à côté de chez nous qui s'appelle Taïtou, un restaurant éthyrien. Il l'a fait directement dès l'ouverture, quelque chose qu'il n'avait pas l'habitude de faire, et il a dit, bah, en fait, j'ai vu qu'il y avait vraiment un engagement derrière ça. Pourquoi il y a un engagement? Parce que, comme je le disais, il y a tellement peu de restaurants afro à Paris qui sont aussi forts que Rudy, qui sont aussi forts que Makusa, qui sont aussi forts que BMK, etc. Il y a tellement peu que ça crée toujours un conflit, entre guillemets. C'est-à-dire que quand un autre média le met en avant, on a toujours ce conflit de « mais c'est pas du Sénégalais, mais c'est pas du Ivoirien, mais c'est pas un vrai Congolais, c'est pas vrai ce qu'ils cuisinent, c'est pas vrai, la fusion, ça n'existe pas dans notre pays, on ne fait pas ça. » Et ça, en fait, ce genre d'attitude, même si ça semble négatif, sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose de positif, parce que plus tu commentes, plus tu parles, plus tu émerges, plus ta vidéo elle prend. Et nous, c'est ce qu'on a commencé au tout début de notre restaurant. On parlait pas d'inspiration au tout début, exprès, on disait, on vous présente un mafé. Et là, on a eu sur les TikTok, on faisait des vidéos à 1 million, parce que les gens, mais c'est pas un mafé, d'où ça existe un burger au mafé, c'est pas un mafé. En fait, ils propulsaient notre vidéo. Et aujourd'hui, ils sont venus goûter, on en a invité plusieurs à venir goûter, qui disaient que c'était pas un mafé, et qui l'ont adopté. Qui ont dit, ouais, c'est pas un mafé, mais c'est bon. Comment vous avez réussi à mettre une pâte d'arachide dans un burger et c'est bon? Et c'est ça qu'on a recherché. Donc c'est plein de petites barrières qu'on essaie de casser quand on fait du marketing et du branding. C'est hyper dur à expliquer, mais pour savoir les barrières qu'il faut casser, il faut aller les chercher, il faut demander aux gens, poser des questions, faire des restaurants. Nous on a fait, je pense que dans Paris on a dû faire plus d'une centaine de restaurants afro, de tout type, et on s'assoit sur la table, on fait pas que des vidéos,
on regarde les gens qui viennent, on regarde comment ils travaillent, on regarde la réaction des gens, on regarde comment les plats ils sortent, le temps qu'ils prennent. On fait vraiment une veille tout le temps, partout où on va, on fait une veille qui nous permet derrière d'adapter nos stratégies, d'avoir des idées différenciantes, de se dire, bah voilà, j'ai vu que dans tous ces restaurants, ils font ça, il va falloir qu'on fasse différemment pour pouvoir arranger ce côté qui est un peu bancal. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, moi, mon conseil que je dirais pour le marketing branding, pour pouvoir faire du bon marketing, du bon branding, il faut connaître, il faut être passionné. Comme Rudy, il est très passionné de ce qu'il fait. Je vois ça, il faut être passionné à 100%, mais aussi, il faut prendre le temps d'aller voir ce qui se fait ailleurs. C'est hyper important, c'est vraiment hyper important parce que ce temps qu'on prend, on pense qu'on n'a pas le temps d'aller manger. Rudy, il est venu manger chez nous. Je ne l'avais même pas reconnu, je suis désolé. il est venu manger chez nous hier et en partant, je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ça. C'est quand on va chez les autres. Moi, j'ai été manger plusieurs fois chez Savanier Mousson. Pas que pour faire de la veille, parce que j'aime bien. J'ai été dans leur bus, j'ai été 2 fois dans leur restaurant. J'ai été chez moi. Si, j'ai été 2 fois et j'ai même fait une vidéo. Et oui, oui. Non, je suis venu 2 fois, on a fait une vidéo ensemble. Et en réalité, j'aime bien ton spot parce qu'il est au bord du canal. Donc, Mais oui, c'est peut-être mon frère ou moi, mais il est venu. Vous êtes pareil. Donc cette veille, elle permet de comprendre ce qui se passe, après poser des questions à juste parler, que ce soit des clients, que ce soit des amis, faire comprendre pourquoi est-ce qu'ils font ça, pourquoi est-ce qu'ils ne font pas ça. Ça permet de comprendre les barrières qu'il faut casser. Et moi, pour moi, le branding, c'est casser des barrières pour que les gens, ça soit facile, fluide pour eux d'aller dans ton restaurant, de comprendre ton concept, de savoir ce que tu fais. Voilà. Et juste pourquoi Beaumaillé? Je pense que cette question, j'y réponds tous les jours, au moins 50 fois. Vraiment, sans mentir, j'y réponds au moins 50 fois. Donc, je suis un peu rodé. Beaumaillé, c'est du Lingala. Donc, moi, je ne l'ai pas dit au début. Moi, je suis congolais. Certes, je suis né au Congo, mais j'ai grandi en Afrique du Sud. Mais je suis quand même congolais. Mes parents sont congolais. Congolais à vie. Comment? Congolais à vie. Voilà, congolais dans le sang. Mais certes, j'ai grandi en Afrique du Sud. J'ai vécu 10 ans en Afrique du Sud avant d'arriver en France. Mais Beaumaillé, pour moi, et pour les Congolais, de toute façon, ça veut dire tue-le. Mot pour mot, ça veut dire tue-le. Mais d'où vient ce mot et pourquoi est-ce que je l'utilise? Il y a 2 facteurs. Le premier facteur, c'est que inconsciemment, on a déjà tous entendu ce mot parce que c'est un mot de la culture pop. Le mot Beaumaillé, c'est un mot de la culture pop, on l'entend dans les chansons, on le voit assez souvent, mais on ne se rend pas compte, les gens ne connaissaient pas ce mot avant. Et en plus, il y a Youssoupha qui a sorti Beaumaillé Musique. Donc je peux vous dire qu'au tout début, j'étais référencé comme Beaumaillé Musique pendant les 2 premiers mois. Il fallait qu'ils disent aux gens, non, ce n'est pas Youssoupha, c'est Laurent et Camille. Donc c'est un mot que les gens connaissent, mais il fallait qu'on trouve un mot qui sonne africain et que les gens connaissent et qui ait une signification. Mohamed Ali a été interdit de boxer parce qu'il n'a pas voulu aller à la guerre au Vietnam. Il y a un numéro 1 qui est arrivé à sa place, il s'appelle George Foreman. Il a été à George Foreman, je peux te montrer que jusqu'aujourd'hui, c'est toujours moi officiellement le numéro 1, le vrai numéro 1. Le combat a été hosté au Congo, à Kinshasa, parce qu'aucun autre pays voulait le hoster. Et c'était le combat le plus médiatisé de l'époque. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est quand même une époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et pourtant, ce combat a vraiment passé toutes les frontières. C'est-à-dire que tout le monde a essayé de le regarder, tout le monde a essayé d'écouter. Les gens étaient vraiment à fond sur ce combat. Et Mohamed Ali a montré qu'après 2 ans d'inactivité, entre guillemets, parce qu'il n'a pas fait de compétition, il était toujours numéro 1. Et le public scandait Ali Beaumaillé. Et pour ma génération, moi j'ai 31 ans, c'est un mot de réussite, de détermination. Et c'est ce qu'on veut donner à Beaumaillé de notre restaurant. On veut montrer aux gens qu'on peut réussir. Et on est déterminé à vraiment apporter la culture africaine, vraiment à tout le monde, la démocratiser de la manière la plus simple et la plus ludique possible. Je vais rebondir sur une phrase qu'il a dit, et je pense qu'il faut insister là-dessus. C'est obligatoire normalement d'aller manger chez tous les restaurants afro. Quand on est dans l'ambition, peu importe soit traiteur, restaurateur, peu importe, de se lancer dans ce domaine, car souvent les gens s'imaginent qu'ils sont les premiers à faire ci, à faire ça, mais